C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur aujourd'hui, d'habitude c'est la police justice. Alexandre Langlois n'est pas là, donc je l'ai remplacé par un autre Alexandre, évidemment, tout naturellement. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de prénom. Mais d'abord, je vais dire bonjour à Régis de Castelnau. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes toujours auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique. Bonjour à vous, Alexandre Cugnage-Dapréval. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous également, avocat au barreau de Paris. Alors, ma question, quel bilan et quelle peut-être accusation portez-vous, puisque vous êtes avocat, ou défense, je ne sais pas, portez-vous sur ce gouvernement pour 2023? La parole, à l'accusation, Régis de Castelnau. Alors écoutez, bilan de l'année, Clémence, c'est une année terrible. Moi j'ai un souvenir de l'année 68, j'avais 18 ans, ce qu'on avait appelé l'année terrible. Il y avait eu beaucoup d'événements pendant cette année-là et on va dire que 2023 c'est la même chose, sur le plan international et sur le plan interne. Alors, en ce qui concerne la France, moi le constat que je fais, c'est que nous sommes dirigés par un gouvernement, nous avons un président de la République, nous avons un appareil institutionnel qui ne maîtrise plus rien, qui ne contrôle plus rien. Les couacs succèdent aux couacs, les scandales aux scandales, les tragédies. Les tragédies, moi ça m'a beaucoup frappé, ce jeune Lucas, il s'appelle, je crois, qui est mort de septicémie après avoir passé 10 heures sur un brancard aux Oui, urgences oui. sans pouvoir être pris en charge. Donc la sécurité, n'en parlons pas, il y a eu les affaires de Romans. Donc on constate que il n'y a plus rien qui fonctionne et les institutions ne fonctionnent pas plus. Les institutions ne fonctionnent pas plus. Réélection d'Emmanuel Macron qui avait été choisi, c'est un coup d'État judiciaire, ça a toujours été ma thèse, vous le savez, en Oui, 2017, mais il vous est le réélu, développez dans votre d'accord. livre. Oui. Derrière, il a une Assemblée nationale c'est une défaite assez lourde qu'il subit, et depuis, on en est à je ne sais plus combien de 49-3, on est avec une opposition qui ne sait pas quoi faire, qui refuse de renverser le gouvernement, ce qui serait quand même la moindre des choses. Hmm. Je suis très critique, moi, avec cette opposition et ce manque de courage. Alors je vous Et arrête quand puis, même, on a eu cette motion de rejet qui a été votée main dans la main entre LFI par exemple et le RN. Ça ne oui, vous... oui. sauf qu'elle n'a eu aucune autre conséquence que de remettre le texte sur le métier. Bon, Hmm. et puis ça continue à être une espèce de foire d'empoigne assez épouvantable. Et Hmm. dans ce contexte-là, je constate que ce système n'a qu'une voie pour essayer de se maintenir, essayer de contrôler, c'est les atteintes aux libertés. Ce sont les atteintes aux libertés. On piétine les libertés publiques tous les jours, on dissout, on interdit les manifestations et surtout on censure, on censure, on censure. Et pourquoi est-ce qu'on censure ? On censure parce que le système médiatique qui est totalement asservi aux grands intérêts, ce système médiatique produit un discours, alors au plan national évidemment, au plan international n'en parlons pas, un discours mensonger, un discours de propagande, et les réseaux sont la voie d'expression de la véritable opposition. Et ça, c'est pas supportable. Hmm. Et ça, c'est pas supportable. Donc, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, Clémence. Oui. Vous savez très bien que c'est un de mes chevaux de bataille. Oui. Et je constate que euh, la façon de réagir, cette façon finalement assez brutale, est particulièrement perverse. On a eu naturellement, comme par hasard, Monsieur Anastasie, c'est-à-dire Anastasie, c'est la censure, armé de ses ciseaux, Hmm. qui lance des procédures, qui menace, c'est Thierry Breton, un incapable, qu'on avait nommé un ministre, soi-disant, pour remplacer la société civile et qui s'est magnifiquement cassé la figure. Donc, aujourd'hui, il est préposé à la répression. Oui. Parce que, comme d'habitude, la censure, on empêche de s'exprimer, mais le moyen pour empêcher de s'exprimer, c'est de réprimer. On pénalise les comportements, et là, je sais qu'il a lancé une offensive contre le réseau d'Elon Musk, X, ex-Twitter. voilà, en disant contenu illicite. Je signale que les autorités françaises chargées de la lutte, par exemple, contre les fake news, de la lutte contre la désinformation, ne bougent jamais quand ce sont les médias du système qui la produisent. Et on l'a vu avec le conflit ukrainien, n'en parlons pas. Alors aujourd'hui, ils présentent quasiment leurs excuses. Ils ont menti pendant 2 ans.
Hein. Je Il n'ai n'y pas a vraiment jamais eu entendu d'intervention. d'excuses, c'est plutôt qu'ils ont retourné leur veste, mais y a-t-il eu des excuses? Pas certaine Oh, de il y les a avoir Éric entendues. Brunet qui dit: Oui. «Ah ben, on s'est trompé». Mmh, Oui, mais bon, mmh, mmh. ça nous fait une belle jambe, hein. Oui, alors on va parler, vous avez évoqué évidemment énormément de sujets, dont on va dire ces fact-checkers et puis toutes ces institutions qui sont faites pour vérifier les informations. Il y a quand même un autre sujet qui peut nous inquiéter, puisqu'on va ouvrir les perspectives de 2024, c'est cette loi sur le sectarisme, qui est censée éviter tout contenu sectaire, mais qui peut aller jusqu'à lutter contre une forme de désinformation, mais en fait, tout simplement lutter contre une certaine pensée ou certaines personnes qui présenteraient la science telle qu'elle n'est pas présentée par le gouvernement. Donc ça pose beaucoup de questions sur la liberté d'expression. Mais je me tourne d'abord vers Alexandre Cugnas-Proval pour ce vaste sujet qu'est ce bilan de 2023. Et alors, vous êtes plutôt à la défense ou à l'accusation du gouvernement? Oh bah, on va essayer de les défendre. Rappelons quelques chiffres. 3 000 milliards d'euros de dette. Hum, Un record historique, absolu, même en temps de guerre, on n'a jamais vu ça. Un déséquilibre budgétaire majeur qu'on n'a jamais vu, même en temps de guerre. Un déficit commercial immense qu'on n'a jamais vu, même en temps de guerre. Un record d'immigration, plusieurs centaines de milliers, sans compter les clandestins, n'en parlons pas. Des éléments dont on a peu parlé. Chute de la fécondité en France. Nous sommes largement en dessous du seuil de renouvellement des générations, mais également un chiffre qui vient de tomber, c'est-à-dire que le nombre de morts en France dépasse le nombre des naissances. Ce n'est pas des signes très encourageants. hum. C'est ce qui se Pas un passait très dans bon les années... avocat de la défense, là, hein. On va voir s'il y a des circonstances atténuantes. Hum, Mais c'est ce qui se passait dans les années 90 en ex-URSS. oui, Pas dans des périodes extrêmement heureuse, fastes. oui. Sans parler de l'humiliation de la France au niveau international, en Afrique notamment, mais partout Oh là. ailleurs. Franchement, les atteintes aux libertés dont parlait mon confrère Régis de Castelnau, c'est catastrophique, que voulez-vous. Encore une fois, même en temps de guerre, on n'a jamais vu un bilan pareil. Hum, Jamais. hum. Tout est On est en train de s'effondrer, on est en train de vivre la catastrophe sous nos yeux. La maison est en train de brûler et on regarde ailleurs. On s'occupe de liberté d'expression, on parle du sexe des anges, on fait des trucs sur le wokisme, le transgenrisme, sur l'euthanasie, on va tuer les vieux maintenant. Hum. Euh, Par bon, le écoutez, système de secourisme inversé, on en a parlé oui, hier oui, avec oui, Rémi Mittel. Oui. en fait, les bras m'en tombent. Hum. Je ne sais pas quoi dire. Alors, question, et ensuite on va ouvrir sur l'année prochaine. Deux choses, vous disiez tout à l'heure, Régis de Castelnau, finalement, plus rien n'est contrôlé. Ça va être ma petite minute complotiste. Est-ce que plus rien n'est contrôlé ou est-ce que tout cela est justement contrôlé? Je ne sais pas quels sont les intérêts, peut-être une prise de pouvoir financière, privée, etc. Première question. Deuxième, justement, vers quoi nous dirigeons-nous et comment se réveiller face à cette forme d'affaissement de nos institutions? Je commence par vous, donc Régis de Castelnau. Alors, moi je suis toujours partagé. Je suis toujours partagé. Effectivement, est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a un plan? Il y a probablement des stratégies, mais est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que cet effondrement est, comment dire, voulu, calculé? Je suis pas sûr. Moi, je suis un adepte du fameux rasoir Danlon. Attention, hein, c'est bien celui Danlon. C'est pas une marque de Hein, rasoir. et c'est pas celui d'Occam. C'est ne pas attribuer à la malveillance ce qui relève de la bêtise. Hum. C'est-à-dire que, bon, oui, ils sont nuls. C'est un des problèmes. Je pense que s'ils pouvaient continuer à démolir ce pays, parce que c'est l'objectif, c'est le projet, non pas de détruire le pays, mais de mettre en place un certain nombre de politiques. Hein. Mais s'ils étaient capables de le faire, s'ils étaient compétents pour le faire, ça ne se passerait pas de cette façon-là, avec cette impression d'effondrement. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, les États-Unis sont en grande difficulté, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une dislocation. En revanche,
En revanche, c'était ce qui s'était passé d'ailleurs en Union soviétique avant l'effondrement de 91. J'aime pas d'ailleurs, je le retiens pas pour l'Union soviétique le terme effondrement, c'est dislocation. Nous, on est en train de s'effondrer. Mon confrère a parfaitement raison. Il y a des indicateurs chers à Emmanuel Todd qui le disent. Hein, c'est des indicateurs démographiques. J'ai vu qu'on était passé de la 3e place en Europe en mortalité infantile périnatale, ça c'est un critère extrêmement important, on est à la 20e place. Ça fait partie de ces éléments qui sont dangereux. Alors, qui témoignent de la situation. Ce que je constate, c'est que ce gouvernement, ce bloc élitaire au pouvoir, ces institutions, le système médiatique, sont dans un simulacre. On fait semblant. C'est inouï. Attendez, on a un président, mon confrère parlait de l'Afrique il y a 3 mois, on a perdu la France-Afrique. Mais alors, c'est fini, terminé, on n'est plus là. Hein, tout le monde a oublié. Hein, et on sait qu'on a un président qui est nul. Il est ridicule au plan international. Et on fait semblant. On a d'ailleurs, nous, on avait révélé, enfin pas révélé, mais plutôt relayé ces notes internes qui avaient été envoyées à l'Élysée, mais c'est inouï, d'une fronde d'ambassadeurs expliquant que les prises de position d'Emmanuel Macron, notamment sur ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, étaient dangereuses pour défendre la ligne française. C'était rarissime, on avait un ambassadeur qui nous expliquait ça ici à l'antenne, c'est rarissime d'avoir une fronde pareille d'ambassadeurs qui sont plutôt, qui tiennent plutôt leur devoir de réserve. Oui. Moi, je termine là-dessus. Effectivement, il va faire un voyage en Israël, il rencontre Netanyahou et à la surprise de celui-ci, il dit on va faire une coalition internationale contre le Hamas comme on a fait contre Daesh. Et vous savez qui c'est qui lui avait soufflé ça dans les oreilles? Ses conseillers n'étaient pas au courant, le Quai d'Orsay n'était pas au courant, Netanyahou était stupéfait, c'était monsieur Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce que c'est que ce pays où le vrai ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères s'appelle BHL et il n'y a pas eu un journaliste en face, sur un plateau, qui vienne dire, même pas en présence du chef de l'État, qui viennent dire « mais attendez, où est ce type ? Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de choses ?» Non, on fait semblant. On fait semblant et puis on envoie Patrick Cohen vous dire que tout ça c'était normal. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont transformés en agents. Hein, de propagande. C'est une espèce de simulacre. Moi, personnellement, je le trouve un peu terrifiant. Un peu terrifiant parce que, alors, regardez, on n'est plus capable de gérer notre capitale. On n'est plus capable. On a une équipe incompétente qui a saccagé Paris, et alors que tous les moyens juridiques de la mettre sous tutelle, hein, un petit tour de la Chambre régionale des comptes et ce serait réglé, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on maintient, on laisse faire, hein, et on court comme ça à la catastrophe. C'est terrible, hein, cette situation. L'année 2024 va être spectaculaire. Ah bah justement, vous prenez de l'avance sur la fin de notre sujet, mais d'abord, même question, Alexandre Cuéllar-Chapreval, concernant le « plus rien n'est contrôlé ». Je reprends la phrase encore une fois de Régis de Castelnau. Plus rien n'est-il contrôlé ou autrement, justement, tout est très bien contrôlé, mais dans des fins de destruction de ce qui pourrait être la France, enfin, ce qui reste de la France. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a contrôle dans le pillage. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'ex-URSS. Nous avons des oligarques, une pseudo-élite qui se gavent, en fait, qui se nourrit sur la bête en train de crever et qui ramasse les morceaux et qui se sert alors que tout s'effondre. Régis de Castelnau a employé le terme de simulacre. J'aime beaucoup ce mot, ça me rappelle un vrai philosophe, pas BHL, mais Baudrillard, qui parlait de simulacre et simulation. Oui. Nous sommes en plein dedans. Je ne vais pas vous renvoyer à Guy Debord, à la Société du spectacle, mais on se sent vraiment là-dedans. C'est-à-dire que plus rien ne correspond au réel de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous met sous les yeux, de l'histoire qu'on nous raconte. Et ça commence à se voir. Peut-être que l'espoir que j'ai, moi, pour 2024, en tout cas pour les temps qui viennent, c'est que vous vous rappelez du conte de l'enfant qui montre le roi. Qui dit, le roi est nu. Tout le monde sait qu'il est nu, mais maintenant il faut le dire. Il faut dire, on est à poil et il faut qu'on se ressaisisse parce qu'on est en train de mourir. Et malheureusement, quand on aime son pays, quand on aime Paris, par exemple, quand on aime sa famille, quand on aime son histoire et quand on aime aussi
potentiellement son avenir, eh bien, on ne peut être que attristé, mais plus que ça. Enfin, je veux dire, en colère, on a envie de hurler tellement c'est un massacre ce qu'ils sont en train de faire. Hmm. Maintenant, il faut qu'on se réveille parce que c'est pas les autres qui vont faire le travail à notre place, c'est pas Poutine qui va venir nous libérer, c'est pas Trump non plus. Non, mais même si j'aimerais bien, Non, mais mais ils feront pas le travail à notre place. Hmm, bien sûr. On arrive justement à cette dernière question que je souhaitais vous poser tous les deux, vers laquelle on est déjà en train de glisser, c'est-à-dire quelle perspective pour la suite. On va passer 2024 prochainement et sur cette dernière émission, finalement, face au bilan peu réjouissant, peut-on, tel un phénix, renaître de nos cendres? Et si oui, comment, Régis de Castelnau? eh bien, écoutez, moi, je suis, non, je suis pas vieux, mais je suis un peu âgé, hein, donc bon, mais les perspectives, je suis assez pessimiste, mais ça m'ennuie pour mes enfants et mes Hmm, petits enfants. hmm, Et puis bon, il y a l'amour de ce pays aussi, hein, hmm. qui existe, et fort. Alors. C'est vrai que on a traversé dans l'histoire des périodes très difficiles. Celle-ci est particulière et Alexandre a raison, il y a ce mensonge. Hmm. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire avaler un réel Oui, qui n'est pas le bon. oui. Or, ce C'est le tout réel, va il très commence bien, Madame la à Marquise. Oui. s'insinuer et il commence à effectivement s'installer dans les têtes. Le Hmm. problème, c'est quelle perspective politique. Quand on voit l'arc qui est politique, qui est à l'Assemblée nationale, personne ne semble décidé à poser les problèmes vraiment avec l'acuité que ça nécessite, hein, en se disant on verra ça en 2027. Je pense au RN, par exemple, qui financent, qui manœuvrent, etc., pour essayer de se dédiaboliser et de pouvoir l'emporter en Hmm. 2027. En 2027, est-ce que ce ne sera pas trop tard, hein, concernant cet effondrement, concernant ce pillage? Je vais prendre un exemple Concernant la perte des en libertés, réagissant sur le pillage. oui. Alexandre a raison, hein, et puis je vais faire un petit coucou à quelqu'un que je connais. C'est Olivier Marleix. Il Hmm. est parlementaire, il a présidé la commission sur Alstom, Eh oui. il a transmis ça au parquet parce qu'il y avait des éléments de corruption évidents, hein. Le parquet n'a rien fait, naturellement. Bon, on peut être tranquille. Et moyennant quoi, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Liquidateurs, Oui. mais qui est un réquisitoire, Oui. hein, Très fort. extrêmement Oui. dur Oui. concernant ce système et le pillage dont Alexandre parle, qui est une réalité. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Eh bien, au moment de l'effondrement, eh bien, il n'a jamais voulu voter la censure. Il a refusé avec son groupe. Il est président du groupe. Eh oui. C'est-à-dire qu'il dit ce sont des liquidateurs, ce sont des truands, c'est une mafia, mais je ne la touche pas. Ça. Ben, Vous posez une question d'où que je me pose tous d'où les jours. viendra Ouais. la Ouais. réaction politique? Parce Hmm. que ça ne peut être qu'une réaction politique. Hmm. Vous pensez que ça ne peut être qu'une réaction politique? Ça ne peut pas être une réaction telle que les gilets jaunes, une réaction qui viendrait de la rue? Clémence, ne me parlez pas des Gilets jaunes. Moi qui ai soutenu ça la première seconde, Hmm. c'était quelque chose de très politique, les Gilets jaunes. Oui. Très, très politique. Et ça montre bien, ça explique pourquoi ils ont été réprimés comme ils l'ont été, Hmm. violemment sur le plan policier et sur le plan judiciaire. Oui. Pourquoi croyez-vous que la magistrature a fait élire Emmanuel Macron en disqualifiant son adversaire, depuis évite soigneusement les affaires de corruption qui entourent ce président, et ont été à ce point mobilisés pour réprimer les Gilets jaunes. Je pense que oui, il y a tout ça, mais tout ça est éminemment politique, Oui. j'espère. Oui, mais politique, mais J'espère moi qu'il je y veux aura dire. une réaction, il y a- mais oui. je ne la vois pas emprunter actuellement les voies de la politique classique, institutionnelle, traditionnelle. Partisane, en fait, c'est ça que je voulais. Il y avait peut-être une distinction entre le politique et la politique des partis. Alexandre Cugnage-Despreval. Oui, je voudrais revenir à cette notion de contrôle, parce que je lisais un texte anecdotique l'autre jour, ça s'appelle La Constitution de la République française. Et je regardais les pouvoirs du Parlement. Alors, la première phrase, c'est le Parlement vote la loi. La deuxième, c'est il contrôle l'action du gouvernement. Ça veut dire que, fort de ce texte, n'importe quel parlementaire peut rentrer dans un ministère, demander à se faire procurer les documents qu'il souhaite pour contrôler l'action du gouvernement.
Alors moi, je veux bien qu'on nous dise on est minoritaire, on peut pas. Alors déjà, mettez-vous d'accord pour voter enfin la censure de ce gouvernement abject. Mais bon, Oui. ça, le RN ne le fera jamais, le LFI ne le fera jamais. Oui, ils mais tiennent- pardon, je vous repose la même question. Ils ont été capables de s'unir à un moment donné, mais pas pour les bonnes choses finalement. Mais ça Mais non, prouve bien que. non, Oui, mais c'est pas mais c'est question de nombre. ridicule. Oui. C'est ridicule. Ce gouvernement doit être censuré. Il est minoritaire au Parlement et dans la population française. Il doit être censuré. Il faut faire tomber ce gouvernement sous n'importe quel prétexte. Arrêter de nous faire croire que c'est au cas par cas, etc. Non, il faut une opposition politique radicale. Ces gens sont des radicaux en face de nous. Ils sont en train de piller notre pays, en train de le massacrer. Il faut cesser maintenant cette. Bref, je ne vais pas m'énerver. Mais en tout cas, ils ont le pouvoir et le devoir de contrôler le gouvernement. Mon confrère a parlé d'Olivier Marlex, qui effectivement fait un travail remarquable sur Alstom. Oui. Mais tous devraient se saisir d'un sujet de corruption et mettre ça sur la place publique et débattre ça au Parlement. Au lieu de débattre de lois sans fin, mais qu'on condamne ce gouvernement. Oui. Et pardon, alors je suis désolé, je suis obligé. Ouais. Allez-y. La vocation du Parlement, ce n'est pas uniquement de parler et de mentir. Ce n'est pas uniquement de discuter la loi, c'est déjà de contrôler l'action du gouvernement. C'est central. Ils ne font pas leur travail de parlementaires. Vous vous rappelez de ce texte, hein, là où il n'existe pas de séparation des pouvoirs, et il n'y a point de constitution. Le Parlement doit jouer son rôle, de contrôle de l'exécutif, et il ne le fait pas. Oui. Il se fiche de nous, et ils sont complices de ce gouvernement. Absolument. Oui, et je rappelle, nous recevions hier Edwige Diaz, député du Rassemblement national, qui a donc fait partie de cette commission mixte paritaire, qui... Et qui viennent de voter le fait de pouvoir régulariser les clandestins, mais c'est du foutage de... Oui, alors avec sous contrôle du préfet, de manière très... Bon, et il vous dit... Non, mais ce qui est intéressant, justement, pour aller dans votre sens, malgré tout, c'est qu'elle nous explique qu'elle est au courant que de toute façon, parce que c'est la question que je lui posais, que tout ça va être retoqué d'abord au niveau du Conseil constitutionnel, parce qu'on a un Conseil constitutionnel qui est idéologisé, qui ne va sûrement pas apprécier le durcissement côté de loi immigration, et que de toute façon, ce sera retoqué au niveau des traités européens et de la Cour de l'Union européenne. Donc, ils sont conscients qu'ils jouent dans ce simulacre. Ils nous le disent à l'antenne. Ça qui est intéressant. Mais elle nous dit, nous, on préfère voter en attendant ça, c'est un moindre mal, en attendant de pouvoir passer nos propres lois plus tard. Donc, peut-être une réponse sur ce sujet. Et ensuite, il nous reste 2 minutes. Je voudrais que chacun, vous ayez 1 minute pour, je ne sais pas, donner des conseils peut-être ou donner des directions pour 2024. Mais d'abord, si vous voulez répondre à ce moindre mal. Qui ça, pardon? Vous, concernant la prise de parole d'Edwige Diaz. Oui. Non, mais non, encore une fois, c'est du foutage de gueule. Moi, ce que je conseille au RN, vu que de toute façon, ils sont minoritaires et qu'ils ne veulent pas voter la censure quand il le faut, au moins faites la politique de la chaise vide. Ne vous alliez pas à cette comédie. Mettez-vous devant l'Assemblée nationale, laissez le Parlement vide, mettez-vous devant avec un gilet jaune ou ce que vous voulez pour dénoncer le comme gouvernement. Jean Lassalle. D'accord. Je leur transmettrai vos conseils. Allez-y. Oui, je pense que ce serait conforme à ce que souhaite leur électorat. Il ne faut pas oublier que ce sont les couches populaires qui votent pour le RN. Tout à fait. Ça ne fait pas nécessairement plaisir, mais c'est le cas. Donc, je n'ai pas vu dans leur comportement depuis 2022 qu'ils s'en préoccupent beaucoup. Je ne veux pas leur faire un mauvais procès, mais en dehors des questions de l'immigration, et Dieu sait si elles sont importantes, en dehors des questions de l'immigration et de l'insécurité qui en est la conséquence, on ne les entend pas beaucoup. Ils manœuvraient, financé sur les retraites, etc. Donc, il y a une espèce de jeu, c'est la course à 2027, en se disant, de toute façon, Macron ne peut pas se représenter, on verra, etc. On va se retrouver avec Gabriel Attal, vous allez voir. Donc, non, je pense qu'il y a un vrai blocage politique. Alexandre a raison. Attendez, le contrôle du gouvernement. Mais quand vous discutez avec
avec des parlementaires sur ses prérogatives. Parce que je ne sais plus, oui, l'article de la Constitution qui dit le contrôle, il y a tout un tas de moyens de contrôle, dont les commissions parlementaires d'enquête d'ailleurs. Mais comment se fait-il? Je prends juste un petit exemple que ça ne débouche pas. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur l'affaire du fonds Marianne, l'affaire Paty, qui est une abomination. Enfin, voyons. On a volé de l'argent à l'État, on l'a donné à des copains, hein, tout est avéré, il y a toutes les infractions qu'il faut. Je reviens sur mon argument d'autorité, hein, la responsabilité pénale des décideurs publics, j'ai enseigné et écrit là-dessus. Bon, donc il y a tous les moyens, ils devraient être en tôle, ces gens-là. Hein. Qu'attendent les parlementaires? Qu'attendent les parlementaires? Alors, on a donné la parole à Sifaoui, ils se sont fait insulter par ce gangster, hein, et ça débouche sur rien. Enfin, voyons. Non, il y a un manque de courage aussi, un manque de courage politique, bon, parce qu'on essaye de financer. C'est du calcul politicien pur, alors qu'il y a le feu à la maison. Alexandre a raison, il y a le feu. Il y a le feu. Ce pays se casse la figure. Alors bon, ok, donc ça c'est pour 2023, nous sommes en feu. Allez, une petite parole d'espoir chacun, puisque c'est Noël. Je voudrais qu'on trouve une parole de bonne humeur et d'espoir, voire d'espérance. Alexandre Cunha-Préval pour commencer. Écoutez, c'est Noël, c'est la naissance du Christ. Il faudrait relire un peu les évangiles. Déjà que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Sortons du simulacre. Je vais vous parler d'une expérience de psychologie qui est très intéressante. En fait, quand vous mettez quelqu'un dans une pièce avec un signal sonore, tout le monde se lève, on ne sait pas pourquoi, on a tendance à faire la même chose que les autres sans savoir pourquoi. En fait, simplement arrêtez de collaborer. Dites ce que vous voyez. Dites non, ça ne va plus, on ne peut plus dire que ça va. Ayez des yeux pour voir et dites ce que vous voyez. Arrêtez de... Non, mais c'est la première des collaborations. Voir ce que l'on voit. C'est voir ce que l'on voit, accepter de voir le réel et de le dire et de ne pas consentir. Je sais que ça peut paraître facile à dire, mais au moins par les mots, par l'intelligence, arrêtez d'admettre ce qu'on vous dit comme étant... Enfin, c'est un simulacre. Vous avez raison, et c'est le début du totalitarisme, pardon, je bafouille. Absolument, mais quand on change les mots et qu'on ne peut plus dire la réalité. Non, mais exactement. Et ça, Arendt en a beaucoup parlé. Orwell, évidemment. Je lisais un petit bouquin récemment de Lowenthal, me semble-t-il, qui parle aussi de ce genre de choses. C'est-à-dire que on se soumet en fait à l'absurdité. Et quand on se soumet à l'absurdité, on commence à collaborer au système. C'est vraiment... C'est de la psychologie. Hein. Et il faut refuser cette soumission, il faut refuser ce simulacre, ouvrir les yeux et avoir le courage de dire bah non, la soupe qu'on me sert est frelatée. Et je ne mangerai plus de cette soupe. D'accord. Bon, là-dessus, on est d'accord. On préfère manger un bon chapon de Noël. Et vous, Régis? Alors, moi, je suis pas pessimiste. Là, comment dire, je suis fort dans ma critique, peut-être excessif, mais je pense que face au réel, face à la nécessité, les choses vont probablement changer. Je dis probablement, parce que dans l'histoire, quand on voit, imaginez-vous ce que devait être le moral des Français en décembre 1940, au moment du Noël 1940, la défaite, l'occupation, tout ce que ça impliquait. Moyennant quoi, la France s'est redressée. Alors elle a trouvé un De Gaulle pour lui montrer le chemin, mais je pense que ce pays a des ressources. C'est un vieux pays, on a des racines, on a une histoire. Aujourd'hui, on est confronté à un affaissement, on a un risque d'effondrement, mais les forces vives continuent. Enfin, c'est quand même un sacré peuple. En ce moment, il m'agace beaucoup, ça c'est clair. Mais je pense, regardez ce que vous faites, Clémence. C'est pas de la flatterie ce que je dis. Vous êtes venu
vous avez dit, OK, on va faire quelque chose, j'ai un projet, j'ai une ambition, c'est de faire passer un message et de mener ce combat. Mm. Hein. Et chacun à notre place, il faut qu'on le mène. Il y a un danger qui a permis finalement à ce système pour l'instant de perdurer, c'est la sécession. C'est-à-dire que les gens Oui. se désintéressent. Mm. L'abstention, c'est le premier parti de France. C'est un problème. Moi, je me rappelle quand une élection présidentielle, c'était 90%, 89% de participation. Hein. Donc, et ça a été pareil pour les législatives, et malgré ça, on a réussi à faire subir une défaite à Emmanuel Macron. Maintenant, il faut qu'il y ait cette remobilisation et pas attendre comme ça, ah oui, entre deux polémiques autour de Gérard Depardieu et de dire ah oui mais vous allez voir le RN va faire 27-28% et c'est formidable, c'est merveilleux aux élections européennes. Ça n'intéresse personne, ça n'aura aucune espèce de conséquence et je rappelle qu'en 2015, le RN aux élections européennes, eh ben, il faisait 27-28%. Hein. On sait ce que ça a donné. On a Oui. eu Macron en 2017. Voilà. Eh bien, finalement, ce sera votre conclusion à tous les deux. Hein. Cessez la sécession, réveillez-vous, chers amis, et dites ce que vous voyez, acceptez de voir ce que vous voyez finalement, et sachez que la pilule, une fois avalée, eh bien, le monde n'est pas forcément très glorieux, mais en fait, il est bon d'être dans la vérité. Et c'est aussi pour ça qu'on est si heureux de se retrouver tous les jours et de vous retrouver, vous, chers chroniqueurs. Merci à tous les deux. Très joyeux Noël. Et puis, très joyeux Noël, évidemment, à tous nos auditeurs qui continuent de nous suivre. Continuez de nous suivre, de nous relayer.